Hi everyone and welcome. Today we're joined by Benjamin Bonjour à Abelo, tous et bienvenue. a historian who's Aujourd'hui, nous also known recevons as Benjamin the Abelo, author of historien, an excellent analyste en book politique which is étrangère titled et auteur How d'un the excellent West livre Brought the intitulé War Comment to l'Occident Ukraine. a amené la guerre en Welcome to the Ukraine. program. Thanks Bienvenue dans Glenn. Glad to l'émission. be here. Merci Glenn. Je suis So ravi this d'être book ici. has received Ce livre a praise reçu from les éloges de leaders grands noms. Robert F. Kennedy, Jack Matlock, John Mearsheimer et d'autres personnalités reconnues. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le titre Comment l'Occident a amené la guerre en Ukraine, car c'est un sujet dont on n'est pas censé parler. Dans quelle mesure l'Occident a été impliqué dans cette guerre, en termes de provocation? Et j'imagine que le titre en lui-même a dû susciter une certaine hostilité. Eh bien, j'avais clairement cela en tête lorsque j'ai choisi ce titre, et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. Ma théorie en matière d'écriture, parfois, c'est que je veux que les gens puissent comprendre la thèse et se sentir interpellés par elle, peu importe s'ils lisent peu ou beaucoup du livre. J'ai donc choisi un titre qui, à mon avis, défendrait d'une certaine manière l'argument que j'essaie de présenter. Ensuite, j'ai ajouté un aperçu dès le début, qui ressemble presque à un résumé d'articles académiques, mais rédigé pour un public général. L'idée, c'est que peut-être quelqu'un ne lira que le tout début du livre et ne continuera pas. Je voulais en quelque sorte lancer le défi et les interpeller d'une manière qui, selon moi, pourrait les encourager à poursuivre leur lecture. J'ai donc essayé de choisir le titre et de sélectionner le format, de façon à attirer continuellement les lecteurs et à présenter un argument crédible, même à ceux qui auraient pu y être vraiment opposés au départ. Parce que l'une des choses étonnantes dans cette guerre, c'est que nous avons désormais une conformité totale et absolue dans les médias et l'establishment politique sur le fait que cette guerre aurait été non provoquée. Et encore une fois, ce consensus ne s'est pas vraiment formé à la suite d'un débat ouvert où nous serions arrivés à un accord. Au contraire, on constate que toute référence, par exemple à l'idée que l'OTAN aurait provoqué cette guerre, est accueillie par des attaques très virulentes. Autrement dit, on se fait traiter de poutiniste, accusé de soutenir l'invasion ou de détester l'Ukraine. Donc encore une fois, il faut accepter ce postulat pour être accepté dans la société bien pensante, à savoir que cette guerre n'a pas été provoquée. Discuter de la contribution de l'Occident, de la manière dont nous avons amené cette guerre en Ukraine, me semble donc être un élément très important pour rompre avec une partie de ce récit qui est assez dangereux. Mais à ce sujet, pourquoi ce récit était-il important pour l'OTAN? Le récit selon lequel il s'agirait d'une guerre non provoquée et que l'OTAN serait une tierce partie, non impliquée d'aucune manière. Pourquoi ce récit était-il si important à promouvoir pour l'OTAN concernant la guerre? Oui, c'est très intéressant. Je veux dire, j'ai pas vraiment une compréhension claire des raisons pour lesquelles ce point de vue a été adopté. Bien sûr, beaucoup de gens ont avancé l'idée qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de provoquer une guerre. Certains ont soutenu, de manière un peu plus nuancée, qu'il s'agissait d'une tentative défensive, mais qu'elle a en réalité eu pour effet involontaire de provoquer une guerre. Donc, je n'essaie pas de prendre position sur cette question précise dans le livre. Je veux dire, il est clair que l'élargissement de l'OTAN, quelles qu'étaient les intentions, était à mon avis la principale provocation. Mais il y en avait d'autres. Il y a eu la militarisation de l'Ukraine en dehors du cadre de l'OTAN. Il y avait bien sûr le conflit interne en Ukraine avec l'extrême droite et le soutien de l'extrême droite par les États-Unis. Et bien sûr le financement et le soutien du Maïdan. Même avec le Maïdan, cependant, j'ai essayé d'adopter une position quelque peu circonspecte, à la fois parce que je n'en suis pas moi-même totalement certain, et aussi parce que je voulais éviter de prendre une position trop extrême.
Il est certain que certains travaux réalisés par Ivan Khachanovsky et qu'il cite soulèvent la question de savoir si l'Occident n'a pas, d'une certaine manière, incité le massacre du Maïdan. Par exemple, un individu occidental non identifié, communiquant avec certains des hauts responsables de l'extrême droite et disant en substance « Il faudrait la mort de 100 personnes pour que nous nous engagions vraiment dans cette affaire ». Et puis, bien sûr, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quel point cela a été vérifié, donc j'essaie de ne pas prendre position là-dessus. Mais il est certain que le récit est essentiel, car tout ce que l'Occident essaie de faire repose sur l'idée que cette guerre était une guerre d'expansion délibérée, que Poutine est l'agresseur. Si cette prémisse est remise en question ou discréditée de manière sérieuse, alors tout le fondement de la guerre s'effondre. Parce qu'alors, en gros, eh bien, tu connais mon parcours, Glenn. J'ai un parcours assez varié, j'ai un diplôme de médecine, et j'ai souvent tendance à voir les choses de façon très simple comme en médecine. Je pense que tu sais, si tu poses un mauvais diagnostic dans un contexte médical, tu vas appliquer un traitement qui sera complètement inadapté. Non seulement vous n'allez pas aider la situation, sauf si vous avez une chance extraordinaire et que vous devinez juste d'une manière ou d'une autre, mais il est très probable que vous empiriez considérablement la situation et vous pourriez même tuer le patient. Donc, je n'ai pas abordé ce genre de cadre dans le livre, mais souvent pour moi-même, je considère cela comme un diagnostic totalement erroné, avec toutes les terribles conséquences qui en découlent. Et, vous savez, pour revenir à la façon dont j'ai structuré le livre, j'ai intitulé l'introduction « Comment le récit alimente la guerre ». J'ai essayé d'exposer ce point dès le début. Cette guerre est une question de récit. Que si Poutine est vraiment un personnage à la Hitler, alors peut-être que la guerre a un certain sens. Mais l'est-il? Et ensuite, j'argumente essentiellement en exposant d'autres causes de la guerre, qui selon moi, sont en réalité les véritables causes. Je pense que cette approche diagnostique est bonne, car je fais souvent le même raisonnement. Si vous croyez que Poutine est le nouveau Hitler, que la Russie est déterminée non seulement à conquérir l'Ukraine, mais toute l'Europe, à restaurer l'Union soviétique, si cela est vraiment non provoqué, et que la Russie ne s'arrêtera pas, alors bien sûr, la solution serait que nous devons être très prudents. Dans ce cas, toute négociation, tout accord ne ferait que les enhardir davantage. Donc, à la place, nous devrions envoyer plus d'armes, plus de fusils, et nous assurer que le rapport entre les coûts et les bénéfices de cette attaque non provoquée soit oui, que l'équation soit telle que cette guerre prenne fin, essentiellement pour donner une leçon à la Russie. Donc, encore une fois, envoyer autant d'armes que possible. Cela aurait du sens. Mais si le diagnostic est erroné, car l'hypothèse alternative ici est que la Russie a été provoquée, que la Russie a perçu cela comme une menace pour son existence, alors, si ce diagnostic est correct, la dernière chose à faire serait d'envoyer plus d'armes, car en aucun cas la Russie ne capitulerait dans une guerre pour sa survie. Ainsi, toutes les armes que nous enverrions ne feraient qu'aggraver la situation, et la Russie riposterait bien plus violemment. Cela confirmerait également la crainte de la Russie que l'Occident cherche à la détruire. Et la conséquence serait la destruction de l'Ukraine. Il est donc crucial d'établir le bon diagnostic avant de définir une politique. C'est pourquoi je pense que votre livre est très important, car si nous ne posons pas le bon diagnostic, alors nous détruisons l'Ukraine et courons vers une guerre nucléaire. Mais c'est justement pour cela que c'est si frustrant. Parce que si l'on n'a même plus le droit, et en Europe, on n'a pas le droit, d'en discuter. Je veux dire, nous avons aujourd'hui des responsables politiques qui affirment que suggérer que l'OTAN a provoqué cette guerre relève de la propagande russe. Et ensuite, vous risquez de voir votre carrière détruite,
si vous répétez ce que le gouvernement considère désormais comme de la propagande russe. Mais je pensais que nous pourrions commencer par la question de la provocation, car dans votre livre, vous commencez par les provocations qui remontent à la fin de la guerre froide, puis à la dissolution de l'Union soviétique. Donc vous commencez dans les années 1990, en examinant d'abord la période d'avant-guerre, de 1990 à 2014. Quelles ont été, selon vous, les principales provocations? Main provocations, though, from your perspective? Eh bien, je pense que les assurances, comme on les appelle parfois, qui ont été données à la Russie ou à l'Union soviétique à l'époque, concernant la non-extension de l'OTAN. Vous savez, j'ai étudié la question et j'en parle dans le livre. Et je pense que vous, bien sûr, ainsi que la plupart de vos invités, connaissez les documents des archives de la sécurité nationale à l'Université George Washington, les écrits de Joshua Shifrinson et d'autres sources documentées qui montrent clairement que des assurances ont été données. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration isolée de Baker. Il y a eu plusieurs déclarations de Baker, mais aussi de nombreux autres dirigeants occidentaux. Et oui, cela ne faisait pas partie d'un accord formel lié au retrait des forces soviétiques d'Allemagne de l'Est. Mais il est très clair que des assurances ont bel et bien été données. Mark Trachtenberg a écrit d'excellents textes sur cette idée qu'un accord écrit serait nécessaire et sur le fait que cela ne correspond tout simplement pas à la réalité de l'histoire diplomatique. Ce sont d'ailleurs des points que vous avez également soulevés. Bref, mon propos ici est simplement de dire que ce n'était pas l'élément décisif unique dans ce qui s'est passé, mais que cette malhonnêteté de la part de l'Occident, à mon avis, a jeté les bases d'un scepticisme croissant chez les dirigeants russes. Et puis bien sûr, il y a eu l'élargissement de l'OTAN qui a d'abord eu lieu en 1987, mais il semble en réalité que la voie était déjà tracée dès 1994, si je ne me trompe pas. Puis l'élargissement s'est poursuivi. Et puis enfin, avec la tentative de George Bush d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, il s'agissait de l'Ukraine et de la Géorgie, mais l'Ukraine en particulier a toujours été une ligne rouge. Et cela est évident, bien sûr, à partir de ce mémo, du télégramme et du courriel confidentiel ultérieur de Burns en 2008, mais aussi de nombreux autres documents. L'un des points que je souligne dans le livre, et c'est je pense un aspect souvent négligé, c'est que, vous savez, c'était soit à la fin de 2007, soit en 2008, on ne sait pas exactement, mais le National Intelligence Council des États-Unis a en fait adopté la position que si les États-Unis tentaient d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, plusieurs choses pourraient se produire. Ce n'était pas une affirmation selon laquelle ils allaient le faire, mais cela montrait très clairement que toutes ces options avaient été sérieusement envisagées par le National Intelligence Council des États-Unis et que cela incluait non seulement la prise de la Crimée, mais aussi l'invasion proprement dite de l'Ukraine. Pour moi, c'est très frappant, et cela fait partie des arguments solides, je pense, que l'on peut avancer sur les causes réelles de cette guerre, que 8 ans environ avant la prise de la Crimée, ou l'annexion, ou peu importe comment on veut la qualifier, ou la réacquisition, les gens emploient différentes formulations. Mais 8 ans avant cela, et 14 ou 15 ans avant la guerre de 2022, cet organe très haut placé du renseignement américain, le National Intelligence Council, mettait déjà en garde contre ces issues précises. Et elles se sont réalisées. Tout le monde ne connaît pas le National Intelligence Council. Il s'agit de l'un des principaux organismes nationaux de renseignement, mais leur fonction particulière est de synthétiser les informations de renseignement et de les fournir aux autres branches du gouvernement. Il est vraiment remarquable que ce document ait existé. Fiona Hill était impliquée dans le Conseil national du renseignement à cette époque. Et bien sûr,
Elle est surtout connue pour être une fauconne extrême et avoir soutenu que l'OTAN n'avait rien à voir avec cela. Mais elle-même a à plusieurs reprises clairement indiqué qu'elle pense que l'OTAN a bel et bien un rôle à jouer dans cette affaire. Et en fait, dans une interview qu'elle a donnée au tout début de la guerre de 2022 dans Politico, au même moment où elle soutient en quelque sorte que l'OTAN n'a rien à voir avec cela, elle parle du document du Conseil national du renseignement ou d'une position. Et en même temps, elle affirme vraiment une position très proche de celle de John Mearsheimer, à savoir que si les États-Unis poursuivaient ce qu'ils faisaient, l'Ukraine serait détruite. Elle n'utilise pas le mot « détruite », mais elle emploie un terme comme, vous savez, « démembrée » ou « divisée » ou des choses de ce genre. Donc même Fiona Hill était très claire sur ce qui pouvait. Et l'une des choses que je fais dans mon 5e chapitre, c'est d'essayer de comparer ce que Fiona Hill a réellement dit au début de cette guerre avec ce qu'a dit John Mearsheimer. Et j'ai dit qu'il disait essentiellement la même chose. Et l'idée que Fiona Hill puisse réellement soutenir que l'OTAN n'a rien à voir avec cela me paraît assez incroyable. C'est bien sûr mon opinion. Mais vous savez, les lecteurs du livre peuvent se faire leur propre opinion, ou ceux qui ont lu son interview, je crois que c'était le 28 février 2022 dans Politico, c'est de là que vient la déclaration particulière à laquelle je fais référence. Les gens peuvent, du moins la dernière fois que j'ai vérifié, elle était toujours disponible en ligne. Et ils peuvent simplement la lire, puis la comparer mentalement avec les positions de Mearsheimer. Oui, j'ai apprécié la façon dont, dans le livre, tu les as comparés les uns aux autres, parce que, eh bien, en se concentrant uniquement sur Fiona Hill, il est intéressant de voir que les évaluations qu'ils font s'opposent parfois aux récits auxquels ils doivent se conformer. On voit presque les mêmes personnes, à peu près au même moment, se contredire elles-mêmes. Mais beaucoup du matériel provient, comme tu l'as dit, des années 1990. Et tu cites des personnes comme George Kennan et d'autres qui ont mis en garde très fermement contre cela. Mais une autre période, bien sûr, où il existe de nombreuses sources avec des prédictions sur les conséquences possibles, serait 2008, c'est-à-dire lors du sommet de Bucarest en avril 2008, quand la décision a été prise de promettre une future adhésion à l'Ukraine. Quelles informations ou conclusions tires-tu de cette période? Oui. J'ai déjà mentionné William Burns et la publication de son câble et de son courriel via Wikileaks. Il est très clair ce que pensaient et craignaient certains des plus hauts responsables du gouvernement américain à cette époque. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le poste au National Intelligence Council a été pris. C'était fin 2007, début 2008. Donc je pense que la documentation est très solide pour montrer qu'il s'agissait d'une provocation majeure. Il y a eu un article dans Der Spiegel qui entrait dans les détails du sommet de 2008 et évoquait les relations entre Rice, Bush et les dirigeants français et allemands. Et il était très clair que tout le monde y était fermement opposé, qu'ils comprenaient vraiment à quoi cela pouvait mener. Cela serait perçu par la Russie. Comme John Mearsheimer l'a souligné, il existe des déclarations de cette époque comme un acte de guerre. D'accord. L'une des choses vraiment remarquables, et qui à mon avis n'est peut-être pas toujours suffisamment soulignée, c'est que l'on parle parfois du mémorandum de Bucarest, qui n'a pas accordé de plan d'action pour l'adhésion, ce que Bush, si j'ai bien compris, souhaitait. Mais en raison de l'opposition des Allemands et des Français, aucun plan d'action pour l'adhésion n'a été accordé. On avance donc parfois l'argument, regardez, il n'y avait pas de plan d'action pour l'adhésion. Il n'y avait pas de réel danger,
ce n'était pas une pression excessive. Mais si vous consultez le mémorandum de Bucarest pour cette année-là, en 2008, et que vous faites simplement une recherche sur le mot Ukraine, tout est contenu dans un seul paragraphe. Je crois qu'il s'agit du paragraphe 23, si je me souviens bien, mais dans tous les cas, faites une recherche par mots-clés. Et lorsque vous lisez ce paragraphe, il est en réalité très clair à quel point cette déclaration était forte. En réalité, il s'agit d'une déclaration indiquant que toute la question pourrait être réévaluée dans les 6 mois. Je crois qu'ils ont même donné une date, comme septembre ou décembre 2008, à laquelle toute la décision pourrait être revue en 2008. Donc oui, aucun plan d'action pour l'adhésion n'a été accordé, et cela représentait en quelque sorte un recul de la part des États-Unis. Mais la déclaration, à mon avis, est en réalité bien plus forte que ce que la plupart des gens réalisent. Pour moi, elle semblait vraiment menaçante. Et si en fait c'est le cas, ce que je pense être certainement le cas, que la Russie s'est sentie menacée par cela, alors c'était, je l'ai presque perçu comme un compromis entre la façon dont c'est généralement cité, vous savez, deviendra membre de l'OTAN, et un plan d'action pour l'adhésion, car ça mettait clairement l'accent sur un calendrier, et c'était un calendrier rapide, dans lequel on imprimait qu'un plan d'action pour l'adhésion pouvait être accordé. Et le sommet de Bucarest en 2008, eh bien, on peut en conclure que même si les Européens ne voulaient pas intégrer immédiatement l'Ukraine à l'OTAN, car cela aurait pu être perçu comme une déclaration de guerre contre la Russie, ce sont les mots d'Angela Merkel à l'époque, il y avait néanmoins la reconnaissance que cela pouvait se faire progressivement, par petites étapes. Ainsi, faire de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN, la découpler progressivement de la Russie, la rapprocher de plus en plus de l'orbite de l'OTAN, jusqu'au point où cela ne serait plus qu'une simple formalité, ou ne pourrait plus vraiment être empêché. Mais dans votre livre, vous poursuivez après cette période jusqu'en 2014, ce qui, encore une fois, si l'on revient aux années 90, n'était pas controversé d'affirmer que l'expansion de l'OTAN serait provocatrice. Mais en 2014, il y a le renversement du gouvernement, avec le soutien de l'Occident à Kiev, et la Russie riposte ou réagit. Elle prend le contrôle de la Crimée, et je suppose qu'elle offre un soutien limité au Donbass. Elle ne soutient pas sa sécession. Mais qu'est-ce que vous observez entre, je suppose, le début de la guerre en 2014 et l'invasion russe 8 ans plus tard, en 2022? Permettez-moi de revenir en arrière. Je veux vraiment répondre à ce que vous dites, mais laissez-moi revenir un peu plus loin, à un point que je n'ai pas abordé ou dont nous n'avons pas discuté, et qui concerne également cette période. À partir de 2002, il y a eu l'abrogation par les États-Unis, ou du moins le retrait de traités de contrôle des armements très importants. Fin 2001, début 2002, il y a eu le retrait du traité ABM. Et puis, bien sûr, il y a eu le retrait ultérieur était-ce en 2019 ou en 2017, je confonds parfois, du traité INF. Donc toute l'évolution des traités sur les armes nucléaires a également été très importante, car il est très clair que la Russie avait des préoccupations légitimes concernant une première frappe. Ce n'est pas tant qu'ils étaient convaincus que les États-Unis pouvaient réellement mener une première frappe de manière efficace, mais il y avait une inquiétude légitime que certains dirigeants américains puissent penser qu'ils en étaient capables, et donc tenter de le faire. C'est souvent un point, vous savez, que je trouve très important à souligner, parce que les deux camps, je dirais, font vraiment preuve d'une certaine paranoïa. Mais une partie de cette paranoïa, je pense qu'ils reconnaissent tous les deux qu'une véritable première frappe n'est pas possible, mais ils craignent tous les deux que l'autre camp puisse le croire.
Bref, vous posiez une question spécifique sur la période à partir de 2014. Sorry, just one more quick thing on the Désolé, encore une chose rapide à propos de l'annulation du traité INF en 2019. Le système de défense antimissile, c'est le président Dmitri Medvedev qui avait déclaré en 2011, je crois, que si ce système atteignait un jour le potentiel de pouvoir intercepter avec succès les capacités de riposte de la Russie après une première frappe américaine, si ce niveau était atteint, alors la Russie frapperait probablement ses composants de missiles lors d'une frappe préventive, ou peut-être préemptive. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que nous avons souvent tendance à minimiser, alors que c'était une préoccupation majeure. Et je pense, comme vous l'avez justement dit, que non seulement il s'agit d'une inquiétude liée au fait que cela pourrait transformer ou convertir les armes nucléaires d'un outil défensif, conçu comme moyen de dissuasion, en une arme potentiellement offensive, en étant capable d'intercepter les capacités de riposte, mais aussi à la question du contrôle de l'escalade que cela impliquerait. Nous pouvons le constater actuellement pendant cette guerre par procuration. Ce sentiment de facilité à lancer des missiles vers des villes russes. On suppose alors, des deux côtés, que si les dirigeants américains étaient convaincus ou croyaient dans une certaine mesure qu'ils disposaient de capacités de première frappe, ils agiraient de manière plus agressive, en partant également du principe que les Russes devraient céder ou capituler si les États-Unis exerçaient suffisamment de pression sur eux. Ainsi, cette idée de dominer l'échelle de l'escalade est au cœur même des préoccupations exprimées par les Russes. Bref, désolé, je vous ai interrompu. Non, c'est un excellent point. La question d'utiliser une menace, ou même une menace théorique, ou simplement de communiquer de manière convaincante l'idée que l'on croit pouvoir mener une première frappe, cela peut effectivement contribuer à instaurer une forme de coercition dans le domaine conventionnel, ou à tenter d'utiliser la coercition nucléaire dans ce domaine. Tout cela est donc très complexe et très dangereux lorsque de telles actions sont entreprises. Oui, si l'on regarde spécifiquement la période à partir de 2014, nous avons déjà mentionné le traité INF, qui était un traité crucial. Bien sûr, les États-Unis ont accusé la Russie de ne pas respecter ce traité, et la Russie a également accusé les États-Unis de l'avoir violé. Et sans une analyse très approfondie, il est difficile d'en être certain à 100%. Mais mon impression personnelle est que de toute évidence, les États-Unis l'étaient probablement. Les analyses que j'ai lues à propos des lanceurs Mk-41, qui sont les lanceurs des systèmes ABM installés en Pologne et en Roumanie, suggèrent qu'il s'agissait probablement d'une violation du traité INF. Je n'ai pas examiné en détail la question de la portée de certains missiles russes, mais il est possible que cela ait également constitué une violation. Mais dans tous les cas, le point principal, selon moi, que j'essaie de mettre en avant dans le livre, c'est que ce sont les États-Unis qui ont refusé d'essayer de négocier et de résoudre ces questions, et que leur véritable raison de se retirer du traité pourrait avoir été davantage liée à la volonté de contrer l'arsenal nucléaire croissant de la Chine, qui n'était pas couvert par cet accord. C'était un accord bilatéral, mais il limitait néanmoins la capacité des États-Unis. Ensuite, lorsque la Russie a tenté non seulement de renégocier le traité ou de le résoudre, mais simplement de proposer un accord bilatéral qui n'empêcherait pas les États-Unis de contrer la Chine, les États-Unis ont également refusé cela. Donc toute la situation nucléaire semblait largement dictée par les États-Unis. Michael McFaul, comme beaucoup de gens le savent probablement, a fait une déclaration juste après l'annexion de la Crimée. Cela a été rapporté, je crois que c'était dans le magazine Time, que c'était un geste impulsif de la part de Poutine, une réaction à l'annexion de la Crimée.
Il est donc assez extraordinaire que lorsque vous avez quelqu'un, j'ai déjà donné l'exemple de Fiona Hill, mais maintenant vous avez l'exemple de Michael McFaul, qui est fondamentalement un faucon extrême et qui a soutenu que l'OTAN n'avait rien à voir avec cela, affirmant au contraire qu'il s'agissait d'une démarche expansionniste de la Russie. Lui-même a déclaré que c'était un geste impulsif en réponse à la Crimée. Donc en partant de là, je pense que les preuves sont claires. Mais ensuite, bien sûr, la CIA a commencé à s'impliquer activement. Comme l'a rapporté le Times, il y avait quelque chose comme 12 bases de la CIA juste à la frontière de la Russie. Je crois qu'il y en avait 2 autres, voire plus, à l'intérieur de l'Ukraine. Ensuite, il y a les déclarations concernant le rôle des États-Unis dans le financement du Maïdan, leur rôle constant dans la promotion de la démocratie, et la possibilité qu'ils aient été directement et sciemment impliqués dans la promotion de la violence, certainement dans leur reconnaissance du nouveau gouvernement ukrainien, d'une manière qui allait à l'encontre de la constitution de l'Ukraine. Et puis, bien sûr, comme l'a montré et souligné très clairement le travail d'Ivan Kachanowski. Mais ce qui était aussi très clair lors d'un appel téléphonique entre Catherine Ashton et Urmas Paet, juste après les événements du Maïdan en 2014, lorsque cet appel concernant le massacre du Maïdan a été divulgué. C'était essentiellement Urmas Paet, le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, un régime extrêmement belliciste, qui communiquait avec la haute responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, disant qu'elle avait entendu de la principale médecin du Maïdan, Olga, j'ai oublié son nom de famille, que cela pourrait bien avoir été une attaque sous faux drapeau. Plus tard, d'après ce que j'ai compris, elle est revenue sur cette déclaration. Mais bien sûr, quelles étaient ses motivations pour faire cela? Elle était probablement sous une pression énorme, peut-être même sous la menace. Donc les États-Unis ont certainement joué un rôle dans le changement de régime. Qu'ils aient joué ou non un rôle direct dans la violence, il m'est difficile de l'évaluer. Mais ils étaient très impliqués dans le processus. Et puis, vous savez, je pense souvent à Zelensky. Comme son frère l'a souvent souligné à juste titre, il a été élu en 2019 sur une plateforme de paix et a essentiellement déclaré qu'il ferait la paix, même si cela lui coûtait sa position. Mais ensuite, bien sûr, sa vie a été menacée publiquement, et plus d'une fois, et il a commencé à se retirer de cette position. Mais il ne s'agissait pas simplement des menaces de l'extrême droite. Il y avait aussi le rôle des États-Unis, des individus comme William Taylor, qui étaient actifs en Ukraine à ce moment-là. Je crois qu'il était le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Ukraine à cette époque. Je ne me souviens pas exactement. Mais il y avait aussi Kurt Volker, qui avait un rôle d'envoyé spécial. Je crois que ces 2 événements ont eu lieu en 2019. Et il y avait des pressions venant des deux pour ne pas aller vers une résolution pacifique de la crise dans le Donbass. Je pense qu'on observe un éloignement progressif de Zelensky de la plateforme de paix à cause de menaces et de pressions. Je dois dire que tu as, Glenn, publié une vidéo assez remarquable, un court extrait, une déclaration de Zelensky, où il explique que certaines puissances occidentales seraient très heureuses de ne pas, de ne pas parvenir à un accord. Tu sais, il m'est arrivé de me demander, est-il même possible que Zelensky ait subi une certaine pression de la part des agences de renseignement occidentales? Je veux dire, c'est purement spéculatif. Je n'ai vraiment aucune preuve pour étayer cela, si ce n'est, tu sais, la façon dont la CIA a parfois agi dans d'autres contextes. Donc je pense que mon propos ici n'est pas tant de faire des affirmations non fondées sur quoi que ce soit, mais simplement de dire qu'il est très clair que Zelensky a subi des pressions de multiples sources
qui le poussait à ne pas poursuivre la plateforme de paix. Et puis, bien sûr, une fois la guerre commencée, ce qui est vraiment remarquable, c'est que littéralement dans les 24 heures suivant l'invasion russe du 24 février 2022, la Russie a contacté le bureau de Zelensky et a essentiellement exposé la principale exigence, à savoir la neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Cela a bien sûr conduit aux négociations qui ont d'abord eu lieu en Biélorussie, puis à Istanbul. Pour moi, c'est un autre élément de preuve convaincant concernant les motivations de Poutine. Littéralement, en 24 heures, ils ont contacté le bureau du président ukrainien. On peut encore trouver cela, du moins la dernière fois que j'ai vérifié, sur le site du président ukrainien qui décrit cela dans une présentation publique faite par Zelensky. Donc, je pense que les preuves montrent clairement qu'il s'agissait d'une tentative de la part de Poutine de mener une politique de ce que j'appellerais une diplomatie coercitive, afin d'essayer de contraindre l'Ukraine à accepter la neutralité vis-à-vis de l'OTAN. Il n'a pas pu y parvenir en grande partie à cause de toutes ces pressions venant de l'Occident ou de l'extrême droite au sein de l'Ukraine. Donc vous savez, pour moi, tout cela s'est produit après que j'ai écrit le livre. Enfin, je ne devrais pas dire que tout s'est produit, mais cela a été révélé où j'ai pris davantage conscience de certaines choses qui se sont passées après 2022. Je veux dire, je voulais publier ce livre très rapidement après le début de la guerre. Il a d'ailleurs d'abord été publié sous forme d'essai en ligne sur Medium, un essai d'environ 20 000 mots sur la plateforme Medium. Et puis j'en ai rapidement fait un livre et j'ai également organisé la publication en allemand. Tout cela est sorti à l'été 2022, car je pensais qu'il était très important de le publier rapidement. Mais en conséquence, il y a eu des éléments importants que je n'ai pas pu inclure. Et certainement, l'une des choses que j'aurais ajoutées qui, je pense, confirmait assez bien les véritables motivations russes, la diplomatie coercitive, ce sont des faits qui se sont produits ou sont devenus évidents après que le livre était déjà, vous savez, en cours de publication. Donc, oui. Eh bien, après l'élection de Zelensky en 2019, il n'y avait pas que l'extrême droite qui faisait pression sur lui et menaçait sa vie, mais aussi les ONG, des ONG financées par l'Occident, qui ont même publié des lignes rouges pour Zelensky, des lignes rouges qu'il ne devait pas franchir. Et c'est toujours sur leur site web, ces ONG, et la liste de ces lignes rouges est assez longue. En gros, il n'a pas le droit de négocier avec la Russie sans la présence des pays de l'OTAN. Rien de ce qu'il fait ne doit compromettre une future adhésion à l'OTAN. Et en fait, c'était une longue liste qui allait à l'encontre de toutes ses promesses de campagne. Il est donc préoccupant que cela vienne aussi, eh bien, on les appelle des ONG, mais elles sont bien sûr financées par la plupart des gouvernements occidentaux. Oui, je voudrais intervenir un instant, Glenn. J'ai lu ton excellent article sur le Ukraine Crisis Media Center, ou l'une des autres ONG. Et il était vraiment frappant de constater que ces ONG, des organisations à but non lucratif, prétendument pacifiques et éducatives, peu importe ce qu'elles étaient, formulaient des menaces à peine voilées de renversement gouvernemental. Ce qui, à mon avis, souligne à quel point il existe réellement une relation étroite entre certaines de ces ONG et les politiques gouvernementales. Je ne dis pas que toutes les ONG sont comme ça. Je ne comprends pas vraiment la proportion entre, tu sais, les activités plus bénignes des ONG financées par l'USAID et le financement d'activités qui sont essentiellement, tu sais, des bras de l'appareil militaire, industriel ou de renseignement des États-Unis. Mais c'est assez remarquable, ce qui se passe. Donc oui, et j'en ai d'ailleurs pris conscience grâce à tes écrits, qui sont vraiment d'une importance capitale.
Well, what do you see, finally, Que voyez-vous finalement à propos de la guerre? Bien sûr, elle n'est pas terminée. C'est toujours problématique d'écrire un livre sur une guerre qui est encore en cours. Mais quels sont, selon vous, les objectifs possibles dans cette guerre? S'agit-il simplement d'affaiblir la Russie, de briser la Russie? C'est très étrange car normalement, si l'on combattait la plus grande puissance nucléaire du monde, il serait important de définir la victoire. Et j'imagine qu'une préoccupation majeure pour beaucoup, en observant l'OTAN au cours des 30 dernières années, c'est qu'il est très facile de s'engager dans ces guerres. Il y a souvent un glissement de mission et un manque de stratégie de sortie. Donc encore une fois, beaucoup de choses échouent à relier l'activité militaire à un objectif clair et réalisable. Mais selon vous, quel est l'objectif de l'OTAN ici, dans le cadre de cette guerre? Oui. Eh bien, je suppose qu'une partie de cela est la question à 64 000 $. Je n'ai pas l'impression d'avoir une réponse définitive à ce sujet, mais peut-être que ce que je vais faire, c'est mettre en avant un élément contributif, ou ce que je perçois comme un élément contributif, qui selon moi aide à expliquer certaines des activités actuelles de l'OTAN, du moins, ainsi que certaines des positions des dirigeants européens. Je pense qu'il est impossible d'en être certain, car il s'agit en quelque sorte d'une explication psychologique. Ce n'est rien que... Je ne connais rien qui puisse être documenté. Mais l'une des choses qui me frappe chez les dirigeants européens, c'est la question de savoir pourquoi ils redoublent d'efforts à ce stade. Et ma perception, c'est que l'une des raisons est qu'ils ont suivi l'Occident de manière si aveugle. Je veux dire, au départ, l'Allemagne et la France étaient tellement opposées à l'élargissement de l'OTAN en 2008. Et je ne sais pas exactement quand cela a changé. Personnellement, j'ai le sentiment que tant Merkel que François Hollande, lorsqu'ils ont répudié, je crois que c'était spécifiquement la formule Steinmeier pour le Donbass, lorsqu'ils ont essentiellement déclaré « Non, non, ce n'était qu'une ruse », je n'y crois pas vraiment. Je n'adhère pas à cette version. Je pense qu'ils ont eu peur d'affirmer qu'ils y étaient réellement engagés. Je mentionne cela simplement pour dire que, selon moi, aussi tard que je crois que c'était en 2019 que cela a été proposé, jusqu'à très récemment, je pense que les puissances européennes s'opposaient à ce que les États-Unis tentaient d'accomplir en Ukraine. Mais à un moment donné, elles ont totalement adhéré, peut-être sous Biden. Et je pense qu'ils, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, peut-être juste une hypothèse spéculative que chacun peut accepter ou rejeter à sa guise. Mais il y avait en Europe, à mon sens, le sentiment que reconnaître leur erreur reviendrait à admettre à quel point ils s'étaient complètement ralliés à la position des États-Unis et avaient totalement renié leur propre autonomie. Ainsi, maintenant que Trump est au pouvoir et tente d'imposer une perspective quelque peu différente sur la situation, les dirigeants européens ont peur de reconnaître leur erreur, notamment parce qu'ils ne veulent pas admettre leur faute, mais aussi parce qu'ils craignent de révéler à quel point ils ont réellement agi comme des vassaux des États-Unis. Et ils ne veulent pas cela. Ils veulent continuer à se voir comme des acteurs puissants et indépendants. Encore une fois, c'est totalement spéculatif, mais c'est une réflexion que j'ai. Je pense qu'on pourrait dire la même chose à propos de l'OTAN. Les dirigeants européens, bien sûr, jouent un rôle central au sein de l'OTAN. Les États-Unis sont l'acteur dominant, mais les principaux acteurs européens sont, vous savez, d'une importance cruciale. Et je pense qu'on pourrait avancer le même argument. Il y a une sorte de réticence à reconnaître à quel point ils ont en fait été poussés, voire intimidés, à adopter une position qu'ils ont ensuite comprise comme une erreur. Ils ne veulent pas admettre leur erreur, et ils ne veulent pas reconnaître l'ampleur de leur subordination aux États-Unis.
Bref, voilà jusqu'où vont mes réflexions sur ce qui me semble autrement être une situation incroyablement folle. Pour moi, les preuves concernant les véritables motivations de la Russie sont parfaitement claires. D'ailleurs, Stoltenberg lui-même l'a reconnu. D'autres ont également admis quelles étaient les motivations réelles de la guerre. À un certain niveau, je pense que tout le monde le comprend, et il n'a aucun sens qu'ils s'accrochent à un récit dont ils doivent eux-mêmes savoir qu'il est faux. Je commence donc à chercher des motifs cachés derrière le maintien de ce récit. Et je pense effectivement que ces types de motivations d'ordre psychologique peuvent être très importantes. Voilà où en est une partie de ma réflexion à ce sujet. Je pense qu'une approche psychologique est peut-être nécessaire pour comprendre ce qui se passe, car il y a tellement d'autodestruction. Et la plupart des théories politiques que nous utilisons pour analyser le comportement des États partent du principe que les décideurs sont rationnels et que la maximisation de leur propre sécurité est centrale. Mais si l'on regarde l'Europe aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Non seulement le militarisme très dangereux et le déclin économique, mais aussi le fait que les Européens deviennent des spectateurs dans les affaires internationales. Je veux dire, de l'Ukraine à l'Iran, personne ne souhaite leur présence pour des négociations ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment été acculés. Ma dernière question concerne l'un de vos chapitres, intitulé « Si la situation était inversée ». J'ai trouvé ce titre intéressant, car de mon point de vue, l'un des principaux défis ou faiblesses qui se sont développés durant le moment unipolaire a été l'incapacité ou la réticence à réellement prendre en compte les préoccupations sécuritaires des autres. Donc, encore une fois, que ferions-nous si nous étions à la place de l'autre? Que pensez-vous de la situation si les rôles étaient inversés? Que ferions-nous si nous étions à la place des Russes? If we were in the situation of the Russians. It's quite extraordinary, really. Oui, c'est vraiment assez extraordinaire de voir à quel point cela est souvent simplement ignoré ou considéré comme non pertinent, voire immoral, d'en parler. Je pense que c'est simplement la façon dont les États réagissent. Surtout les États qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils considèrent comme la protection de leurs intérêts. Et même les États plus faibles le feraient s'ils en avaient le pouvoir. Je pense qu'il est erroné de faire une distinction totale entre les grands acteurs en termes de puissance et les acteurs moins importants, car ils sont tous préoccupés par les mêmes types de questions, le dilemme de sécurité. Donc les États-Unis, je n'ai aucun doute dans mon esprit que si quelque chose d'équivalent se produisait en sens inverse, si d'une manière ou d'une autre, les États-Unis devaient avoir un grave différend avec le Canada ou un grave différend avec le Mexique. Et puis si l'un de ces pays venait à s'aligner avec la Chine ou la Russie, puis à s'armer et à mener certains types d'exercices militaires, vous savez, je pense que les États-Unis seraient allés en guerre beaucoup plus rapidement que la Russie. Et pas simplement parce qu'ils avaient plus de puissance, mais parce que je pense qu'ils seraient moins capables d'aborder les choses de manière rationnelle. Autant j'apprécie les États-Unis à bien des égards, autant je pense aussi qu'il se passe quelque chose, une sorte d'irrationalité profonde, où les solutions diplomatiques sont délégitimées, et pas seulement à cause de la guerre en Ukraine. C'est une situation très dangereuse. À ce propos, Glenn, c'est quelque chose que j'aborde dans le livre, mais ce n'est pas toujours perçu. En 2020 et 2021, l'OTAN a mené une série d'exercices de tirs réels de missiles en Estonie, à environ 145 km de la frontière russe, avec des missiles ayant une portée d'environ 210, 290 ou 305 km.
Je pense qu'il s'agissait, vous savez, d'attaques MS. Et ils ont effectivement tiré les missiles. Ils ne sont pas entrés dans l'espace aérien russe, mais il a été très ouvertement discuté que l'objectif de ces exercices de tir de missiles était de s'entraîner à attaquer les systèmes de défense aérienne russes. Et cela n'a pas été fait dans le cadre d'un plan de guerre préventive, ni dans le cadre d'un plan de guerre agressive contre la Russie. Cela a été fait dans l'optique suivante. Que ferions-nous, l'Occident, si la Russie envahissait les pays baltes? L'une des premières choses que nous ferions serait d'essayer de détruire les systèmes de défense aérienne russes afin d'avoir une voie plus dégagée pour attaquer certaines des forces offensives. Mais tu sais, Glenn, que feraient les États-Unis si la Russie commençait à lancer des missiles à 90 miles de la frontière américaine avec l'intention déclarée de détruire des cibles de défense aérienne, disons, au Minnesota. Et ensuite de dire, eh bien, nous ne cherchions pas vraiment à constituer une menace offensive, nous pensions simplement à cela dans le cadre d'une stratégie défensive. Je veux dire, les États-Unis n'auraient pas pris cela à la légère, et cela aurait mené à la guerre. Donc je pense qu'il est très important de se mettre à la place de l'autre. Encore une fois, je pense que ces facteurs psychologiques entrent en jeu. Les gens ont tellement peur de, entre guillemets, reculer, que les dilemmes de sécurité ont toujours tendance à, je peux pas dire toujours, mais il y a une tendance pour que les dilemmes de sécurité mènent à l'escalade, plutôt qu'à reconnaître que le vrai danger réside dans l'escalade, à l'intérieur du dilemme de sécurité. Et je pense que c'est un domaine où je vois probablement les choses un peu différemment de certains des réalistes de l'école plus offensive, qui soutiennent en quelque sorte qu'il est rationnel, si je comprends bien leurs travaux. Je ne les ai pas lus aussi en profondeur que je le devrais, mais que la tendance est que l'approche rationnelle dans un dilemme de sécurité est d'escalader à cause des menaces. Et je pense que c'est une faille logique dans cette école du réalisme. Je crois qu'une approche véritablement rationnelle consisterait à accorder autant, voire plus d'importance au risque d'escalade. Mais pour une raison ou une autre, peut-être à cause des facteurs psychologiques en jeu, les pays choisissent souvent d'escalader au lieu de reconnaître le danger. Sur le plan théorique, il est peut-être erroné de parler du besoin de domination ou de domination régionale, ou autre en termes d'état d'esprit réel dans un cadre réaliste. Je remettrai cela en question. J'espère que c'est clair. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien exprimé. Non, c'est logique. Eh bien, c'est simplement l'incapacité générale à voir les choses du point de vue opposé, comme tu l'as dit, que les États-Unis réagiraient probablement de façon très similaire. Et en effet, on peut aussi ajouter à cette liste qu'entre 2019 et 2021, des personnes comme le conseiller de Zelensky, Arestovich, faisaient des déclarations et des arguments très ouverts, selon lesquels il s'entraînait avec l'OTAN en préparation d'une guerre contre la Russie. Nous venons tout juste de terminer une guerre avec l'Iran, au cours de laquelle une attaque surprise a été lancée contre l'Iran. Lorsqu'on demande une justification, l'un des arguments récurrents est « Eh bien, ils ont dit « mort à l'Amérique ». Cela est inacceptable de l'autre côté de la planète. Imagine une autre grande puissance à ta frontière faisant des exercices militaires contre toi. C'est tout à fait extraordinaire. Oui, oui. Et bien sûr, il y a souvent très peu de reconnaissance du fait que ce schéma a été initié par l'Occident en 1953, que tout cela a commencé avec une sorte de mauvaise volonté ou un sentiment de menace qui, à certains égards, est en fait analogue, je pense, à ce qui s'est passé en 1991 entre la Russie et l'Occident, avec la répudiation des assurances. Cela a déclenché une dynamique qui a bien sûr eu de nombreux autres aspects,
Mais cela a lancé les choses dans une mauvaise direction, celle d'une méfiance accrue et ainsi de suite. Increased suspicion, and the like. Well, Benjamin Abloh, thank you so much Eh for your bien, time. Benjamin, merci beaucoup pour votre temps. Nous avons un peu dépassé, mais merci. Je conseille également à tous ceux qui regardent, je recommande vivement le livre « Comment l'Occident a amené la guerre en Ukraine ». Je laisserai un lien dans la description pour le livre sur Amazon. Yeah, Thank you again for your time. Thank you, Glenn. By the way, Merci encore pour votre temps. Merci, Glenn. Au fait, je crois que je l'ai déjà mentionné, mais le livre continue de bien se vendre. Par exemple, en Allemagne, je crois qu'il est actuellement numéro 1 en histoire politique, en sciences politiques, peut-être même parmi les manuels de relations internationales. Je ne fais pas cela parce que le livre ne marche pas. Il continue d'avoir des résultats étonnamment bons sur certains marchés. Et en Italie aussi, il vient tout juste de sortir en livre audio. Il vient d'être publié en bulgare. Mais j'ai tout de même décidé de rendre les éditions allemandes, anglaises et françaises en PDF, disponibles gratuitement en téléchargement, simplement pour essayer de faire passer le message. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous enverrai un lien vers la page de téléchargement. Les gens sont libres de faire circuler ce lien s'ils le souhaitent, ou de télécharger eux-mêmes un PDF. Bien sûr, il est bien plus agréable de lire une version imprimée, et je ne vois pas d'inconvénient à gagner quelques euros pour mes efforts. Mais pour moi, l'essentiel est d'essayer de diffuser l'information de manière concise et lisible, en présentant un argument solide et crédible en faveur d'une position assez différente de ce que beaucoup d'entre nous entendent ces derniers temps. N'hésitez donc pas à partager également le lien gratuit. Please feel free to post the free link as well. Oui, bien sûr. D'accord, c'est encore mieux. Alors allez dans la description et obtenez le livre gratuitement. Merci encore. Thanks again. Merci, Glenn. Thanks, Glenn.